efficace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, des cordes vocales, pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones, pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient, va vite, faire quelque chose de tes mains, ne te retourne pas, ici tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau sur la terre, dis-toi qu'au bout il y a la mer, et que ça n'a rien d'éphémère. tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil. Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau servira à la croissance de tes marmots, servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey! Alors, je ne vois pas les participants, donc bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si je commence, Fabienne ou une personne de l'équipe. Oui, c'est bon. Oui? Ok, super. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette soirée Regard croisé sur la protection de la biodiversité au sein des organisations. Nous sommes ravis d'avoir ce soir Pascal Leportier et Xavier Dasque qui vont nous parler un petit peu de leur parcours d'acteurs et actrices du changement. Merci d'être là avec nous pour cet événement qui a pour but de vous inspirer, vous donner envie d'agir à votre échelle et par votre métier, pourquoi pas, comme nos intervenants ce soir, pour résoudre des enjeux de société. Donc, vous avez un code klaxon qui s'affiche et on va vous le mettre également dans le chat pour commencer à ouvrir cet outil qu'on va utiliser ce soir. On va commencer dès maintenant avec quelques petites règles pour poser un petit peu le cadre, mais vous avez sûrement l'habitude des Zooms maintenant, donc vous connaissez tout ça par cœur. On vous demande si c'est possible de mettre votre micro en mode muet pour éviter des bruits parasites et qu'on entende bien nos intervenants ce soir. Si vous souhaitez mettre votre webcam, vous pouvez la mettre sans souci. C'est très sympa comme ça de vous voir. Pour information, la soirée est enregistrée et diffusée sur Facebook Live, sur le Facebook du Quai des Possibles, mais on ne vous verra pas si vous ne prenez pas la parole. On voit le mode intervenant avec les intervenants uniquement. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on va interagir sur Klaxoon. On vous donnera toutes les informations prochainement. Je vais vous donner un petit peu le déroulé de l'événement, donc l'événement Ticket for Change. On va commencer, on a pour habitude de commencer avec un petit brise-glace pour se mettre un petit peu dans la thématique et l'énergie de ce soir. Ensuite, on va vous présenter ce que c'est rapidement Ticket for Change avec une petite vidéo.
Ensuite, on va passer à la phase d'inspiration avec l'interview de nos deux intervenants et leur partage de parcours. Et enfin, on va terminer par une petite mise en action pour identifier vos prochains pas concrets d'acteurs ou d'actrices du changement aussi. Donc, on va commencer par briser un petit peu la glace. Donc, je laisse la parole à Anaïs. Merci Léla, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, brisons la glace. Pour cela, on vous invite sur le site Klaxoon. Le lien est juste posé sur le chat. Donc on vous invite à cliquer dessus ou à rentrer le code suivant qui est sur la slide devant vous ou scanner le QR code. On va vous demander normalement d'inscrire un petit pseudo, donc votre prénom. Et ici, vous allez arriver sur une interface avec un fil rouge avec une ligne rose marquée biodiversité. Et c'est ici qu'il faut cliquer, bien cliquer sur la ligne rose. Et normalement, une interface s'ouvre avec le mot biodiversité. Et effectivement, ce soir, on a très envie de savoir ce que le mot biodiversité vous évoque. Donc, vous pouvez noter toutes vos idées sur l'encadré qui s'affiche. Alors, à bien noter que c'est un mot, une idée. Et si une citation, une phrase ou un groupe de mots surgit dans votre esprit, n'hésitez pas à le noter. Mais pour cela, il faudra mettre des tirets pour que ça fasse un groupe de mots et pas que les mots soient dispersés. Donc, par exemple, biodiversité vous fait penser à protéger l'environnement, protéger-L-environnement. Voilà. Donc, on vous laisse quelques minutes pour noter toutes vos idées. Si vous avez des interrogations ou des problèmes, n'hésitez pas à faire part sur le chat, mais ça a l'air de fonctionner puisque je vois les idées passer. Alors, moi, pour info, Anaïs, je voulais partager le nuage, mais je n'ai pas accès au visuel du nuage. Donc, je ne sais pas si jamais tu as l'accès au visuel, tu veux partager. Je n'ai pas l'accès non plus au visuel. Ça doit être... C'est Céline peut-être qui peut. En tout cas, il y a plein d'idées qui fusent, puisqu'on est déjà à 20, 21, 22 idées. Je vois juste le compteur, moi, qui monte, mais je ne vois pas. Alors, moi, j'ai accès aux mots, si tu veux que je te donne quelques mots. Donc, il y a fragile, équilibre, diversité des espèces, végétales, animales, bactéries, avenir, vie, richesse, écosystème, combat, animaux, foisonnement, écosystème, végétaux, indispensable, patrimoine, beauté, ensemble des espèces, diversité. Si jamais, Pascal, tu souhaites... Ah oui, on le voit, très bien. Pascal, Xavier, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que tous ces noms vous parlent? Oui. Plus c'est gros, plus c'est dit par plusieurs personnes, c'est ça? C'est le principe? Non, je pense que c'est complètement aléatoire pour le coup. Ah, d'accord, ok. C'est un bon résumé, je suis d'accord. En gros, écosystème, c'est bien placé. Ici et là-bas, patrimoine, flore, équilibre, indispensable, éducation, diversité des espèces, essentiel, fragile également. Il me semble quand même que le mot écosystème est plus gros parce qu'il ressort, hein, Anaïs. Ok, très bien. Et je pense aussi. Oui. Mhm. Bon, c'est chouette, ça fait une belle introduction, je trouve. Je te laisse, Céline, enlever ton partage pour que je puisse voilà, retourner sur la présentation. Hop, donc, pour continuer la petite introduction suite à ce petit brise-glace sur le sujet du jour. Donc, c'est une soirée qui est organisée par Ticket for Change et est en partenariat également avec le Quai des Possibles, qui est un collectif optimiste qui s'engage pour un monde plus durable et solidaire. Et donc, c'est un collectif basé dans un tiers-lieu à Saint-Germain-en-Laye, dans une ancienne gare, qui a pour but de proposer une programmation variée en journée, en soirée, normalement en présentiel, mais
mais en ce moment plutôt en distanciel pour voilà, inspirer, co-créer le monde de demain, sensibiliser, faire passer à l'action également. Voilà, donc c'est l'antenne Ticket for Change Saint-Germain est implantée au Quai des Possibles. On va maintenant présenter Ticket et pour ça, on a une vidéo qui résume très bien l'esprit Ticket qu'on va vous diffuser. 80 000. Chacun de nous passe 80 000 heures à travailler. Et si ces heures étaient utilisées pour résoudre des enjeux urgents de notre société? Et si elles étaient source d'un véritable épanouissement? La liste des défis est longue. Accélérer la transition écologique, éradiquer toute forme d'exclusion sociale, développer les capacités de chacun. La bonne nouvelle, 94% des Français déclarent avoir envie de contribuer à relever ces défis. Notre mission, activer tous ces talents. Ticket for Change, c'est une école nouvelle génération pour acteurs de changement, pour trouver sa voie d'engagement, pour changer le monde à son échelle. Notre école propose des expériences et des formations dans nos campus, depuis chez vous, 365 jours par an. Entrepreneurs, intrapreneurs, salariés, venez construire la carrière à impact qui vous ressemble. Rendez-vous sur www.ticketforchange.org. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus sur Ticket. Maintenant, on va pouvoir commencer. Pardon, je passe à la slide d'après. On va pouvoir passer à la phase d'inspiration et je vais laisser la parole à Fabienne. Merci Lila. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous sommes ravis ce soir pour cette soirée Ticket for Change d'accueillir Pascal Leportier et Xavier Dasque pour nous parler donc de la biodiversité, en tout cas de sa protection dans les organisations. Alors, Pascal Leportier travaille chez Kinomé depuis 15 ans. Mère de 3 enfants, Pascal a créé et est en charge du programme Forest and Life, donc chez Kinomé, qui est un programme éducatif innovant à l'attention des enfants. Elle va nous en parler dans quelques instants. Xavier, lui, accompagne les entreprises sur les enjeux de biodiversité. Donc, il est consultant en biodiversité auprès des entreprises. Il participe au défi Biodiversité Engage, dont il va nous parler aussi. Et il anime également des fresques de la biodiversité auprès du grand public pour sensibiliser à cet enjeu de société. Alors, pendant l'interview qui va avoir lieu maintenant, vous avez la possibilité de poser vos questions sur le board Klaxoon, donc toujours avec le même lien que vous avez utilisé. Vous avez un board sur lequel vous pouvez poser sur des post-it les questions que vous avez pendant qu'on va échanger avec Pascal et Xavier. Alors, pour vous donner un petit peu le déroulé de l'interview qu'on va avoir, de ce regard croisé, dans une première partie, on va aborder les projets de Pascal et Xavier. Ensuite, ils vont nous partager leur déclic. Donc, qu'est-ce qui les a amenés à s'engager par leur travail sur cet enjeu de société et à la protection de la biodiversité. Et puis, on va ensuite parler de cet enjeu et de quels sont peut-être les sujets, les chiffres, les prises de conscience qu'ils ont envie de partager avec nous ce soir sur ce sujet de la biodiversité. Donc, lorsqu'on aura terminé cette partie, Céline prendra la main pour poser à Pascal et Xavier toutes les questions que vous auriez suite aux échanges qu'on a eus. Donc, Pascal, Xavier, bienvenue à tous les deux ce soir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et d'être avec nous. Et donc, pour commencer, ce que je vous propose à chacun d'entre vous, c'est de partager les projets que vous avez, les engagements que vous avez, qui sont donc en lien avec la protection de la biodiversité dans les organisations. Donc, je te laisse la parole, si tu veux, Pascal, pour commencer. Allez, c'est parti. Et je suis ravie d'être avec vous ce soir. Merci à vous tous d'ailleurs de trouver le temps avec nos journées si chargées pour vous reconnecter le soir. Et c'est une belle preuve d'engagement pour commencer. Alors moi, j'ai 38 ans. Effectivement, je suis maman de 3 jeunes enfants. Et ça fait 13 ans que je travaille au sein de la même entreprise. C'est ma première expérience et j'y suis toujours. Parce que j'y trouve, moi, personnellement, vraiment un sens. Je me lève le matin en me disant que voilà, toutes mes journées sont différentes et j'apporte vraiment un plus, je trouve, au monde via mon entreprise. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour pouvoir vous témoigner de comment c'est arrivé, parce que je pense que c'est à la portée de tout le monde. Donc, Kinomé, c'est quoi? C'est une entreprise sociale qui existe depuis 15 ans
et dont la clé d'entrée, c'est la nature, et en particulier l'arbre, la forêt. On essaye de voir comment l'arbre et la forêt peuvent nous aider dans notre quotidien et améliorer nos vies. Donc pour ça, on a développé 4 activités, de la recherche, parce que pour travailler sur la forêt et la nature, ce sont, on l'a vu, des écosystèmes complexes, donc il nous faut bien la connaître pour bien la valoriser. Donc on travaille en lien avec des laboratoires scientifiques en France et ailleurs sur des sujets comme le climat, comme la nutrition et d'autres. Une fois qu'on fait de la recherche, on conseille aussi des entreprises et des institutions et aussi des pays, des ministères de différents pays. Donc, on travaille principalement en Afrique, dans une trentaine de pays, un petit peu en Amérique du Sud et bien sûr en France, où là, en fait, on essaie de remettre un peu plus de nature dans les stratégies, dans les process et dans les projets. Voilà, donc recherche, conseil, on fait des projets, on accompagne des projets aussi sur le terrain, c'est notre 3e activité, parce que c'est important, au-delà de conseiller, pour changer les choses, c'est important de aussi expérimenter, et c'est pour ça qu'on accompagne sur le terrain, dans les pays que je vous ai cités, un réseau d'ONG, de reforestation, de protection de la forêt ou de création de filières à partir des arbres que nous plantons ou protégeons. Et enfin, notre 4e activité que je porte chez Kinomé depuis 13 ans, c'est l'éducation, auprès des plus jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Mais voilà, une fois qu'on identifie, qu'on accompagne des projets, des solutions qui fonctionnent, on aime bien le partager au plus grand nombre. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fondé il y a 10 ans maintenant, avec Nicolas, le programme qui s'appelle Forest and Life, la forêt et la vie, et qui est dédié aux écoliers. Alors, plutôt que parler, je vous propose de regarder une petite vidéo très courte qui dure 1 minute et qui va vous permettre de comprendre en 1 minute ce que c'est ce programme. Voilà. 1 arbre pour moi, 2 arbres pour toi, 3 arbres pour la planète. C'est le slogan de ce programme-là. Et en quelques mots, il permet aux écoliers français de replanter des forêts impactées par le climat sur leur territoire, donc en France. Et pour chaque arbre planté en France, il y en a 2 qui est parrainé dans une forêt menacée aussi en Afrique ou en Amérique du Sud. Et toute l'année scolaire, on propose aux enseignants des ressources pour qu'ils puissent approfondir en classe les forêts, la biodiversité des forêts. Donc, travailler en classe suite à la plantation. Et les enfants des 2 pays échangent entre eux. Donc, c'est vraiment un programme de découverte, expérientiel aussi, parce que ce sont les enfants qui mettent les mains dans la terre pour planter, et aussi d'éveil à la solidarité, parce que la forêt et la biodiversité, ça vient vraiment comme un levier pédagogique pour découvrir d'autres enfants, d'autres pays.
voilà en quelques mots le programme. Et voilà, en filigrane, la biodiversité, elle est omniprésente à la fois dans les activités de Kinome, le fait de travailler avec des laboratoires, des entreprises, des associations, des écoles et plein d'autres. Voilà, c'est aussi ça la biodiversité dans les partenariats. Ce qu'on apprend aux enfants, c'est de la biodiversité comme le nuage de mots, tout ce qui est un écosystème, la faune, la flore. Donc, elle passe aussi dans la pédagogie et donc dans l'éducation. Voilà, en quelques mots. Merci Pascal. Alors Xavier, est-ce que tu peux nous parler de tes projets, de tes engagements? Avec plaisir. Je suis ravi d'être parmi vous pour partager autour de la biodiversité. C'est un sujet moi, qui me passionne depuis très très longtemps, mais dans lequel j'ai fait un saut un peu plus radical il y a un peu plus d'une année, parce que j'ai acté une reconversion avec plusieurs activités en parallèle. La première, comme Fabienne vous l'a présenté, c'est une activité autour du conseil sur la biodiversité auprès des organisations, notamment des petites entreprises. Ça va à la fois sur la sensibilisation sur le sujet de la biodiversité, de la nature et du vivant, ou de la culturation au niveau des collaborateurs. Mais surtout, l'idée derrière, c'est d'aller un cran plus loin pour vraiment imaginer des projets et puis les accompagner. Ça peut être des projets de toutes sortes, ça peut être un projet de renaturation, ça peut être un projet de changement de pratique d'entretien d'un espace vert, ça peut être aussi un projet un peu plus impactant pour une entreprise où on va essayer de diminuer ses impacts ou changer sa façon de gérer son business en ayant vraiment une préoccupation majeure de réduction des impacts et des dépendances vis-à-vis de la biodiversité. Donc ça, c'est un premier axe. Et le second, c'est un projet parce que la biodiversité, moi, j'ai envie de la vivre. Et donc, j'ai un projet de création d'une ferme pédagogique, donc qui serait une ferme qui serait autour de ce qui va être plantes médicinales et aromatiques et autour de l'apiculture, parce que je suis passionné depuis toujours par les abeilles, qu'elles soient domestiques et sauvages, et de définir cette ferme pédagogique dans une logique de permaculture et de jardin-forêt. Et donc, il y a une dimension évidemment de production. Et puis derrière, ce serait aussi d'en faire un lieu d'expérimentation, ce serait un lieu aussi d'accueil et de formation. D'accueil pour une vision pédagogique pour des écoles, pour montrer ce qu'est la biodiversité, la vivre, et puis aussi de formation autour de la permaculture. C'est un sujet qui me plaît énormément et qui est très important dans ma recherche de valeur. Et puis, ou plus simplement de jardinage, qui est aussi quelque chose qui peut être intéressant pour vivre la biodiversité, parce que c'est une reconnexion au vivant qui est important. Et pour moi, je vois aussi ce projet de ferme pédagogique comme un moyen à la fois pour moi de me reconnecter au vivant, c'est se faire plaisir, et puis de le proposer aux autres, à la fois dans les produits et l'accueil autour d'un lieu. Donc ça, c'est un deuxième projet. Et puis, comme tu l'as dit, moi, j'interviens comme animateur de la fresque de la biodiversité. Alors, un peu moins connu que la fresque du climat, qui est aujourd'hui assez connue et beaucoup déployée sur les territoires au niveau des collectivités, au niveau personnel ou des entreprises. Mais on a l'équivalent donc au niveau de la fresque de la biodiversité, donc un outil pédagogique basé sur des cartes qu'on va rassembler, qui permet donc de découvrir ce qu'est la biodiversité, de prendre conscience des impacts de nos activités humaines et des grandes pressions qu'on exerce sur la biodiversité. Et puis derrière, surtout, c'est de pouvoir échanger sous forme d'intelligence collective une mise en action, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit salariée, qu'elle soit professionnelle ou en tant que citoyen. Et ça, alors, je ne suis pas du tout créateur de cette fresque-là, mais j'ai eu la chance d'être au tout début de cette aventure. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir utiliser cet outil-là pour partager, expliquer et faire comprendre ce qu'est la biodiversité. Et puis encore une quatrième activité, parce que biodiversité, j'aime bien aussi faire plein de choses en parallèle. C'est la notion de diversité, comme je rejoins ce que disait Pascal. C'est un autre engagement au niveau de l'association Engage sur le défi de la biodiversité. Donc c'est une initiative qui a été lancée il y a 2 ans, d'accompagner 4 entreprises pour en faire des alliés de la biodiversité. Donc, on est plusieurs explorateurs qui accompagnons ces entreprises. Moi, j'accompagne une entreprise du BTP
et de voir comment, voilà, de voir comment l'entreprise peut vraiment faire de la biodiversité quelque chose qui soit vraiment un pan important de sa culture d'entreprise et comment aussi en faire un atout pour aller au-delà d'une vision très réglementaire en ayant des projets à impact et de proposer voilà, des aménagements qui vont favoriser la biodiversité. Donc, voilà, ce défi-là, il a commencé fin d'année dernière et on va l'accompagner jusqu'à la milieu de cette année. Et après, les entreprises vont pouvoir déployer en interne ce défi, en fait. C'est eux qui sont dans une logique de co-création. Donc voilà un petit peu mes différentes activités autour de la biodiversité, donc du conseil, de la production, de l'accompagnement, de l'accueil, voilà, quelque chose qui avoir une approche un peu plurielle autour d'un sujet qui me passionne depuis toujours. Merci Xavier. Alors, j'ai une question un peu pour tous les deux qui est sur on parle donc de protection de la biodiversité auprès des organisations. Comment est-ce que ça se passe sur l'approche, je dirais, d'une entreprise sur ce thème-là? Est-ce que c'est l'entreprise qui vient chercher du conseil? Est-ce qu'il y a une action vers les entreprises pour essayer de les sensibiliser sur ce sujet? Comment est-ce que ça se passe? Pascal, tu veux répondre ou je… Vas-y, je répondrai après si tu veux. D'accord. En fait, il y a une prise de conscience qui est croissante sur ce sujet-là. Un sujet dont on parlait assez peu, la biodiversité. Autant sur le climat, ça fait déjà une trentaine d'années que le sujet, on en parle vraiment de manière importante. Les outils sont développés et avec aussi une pression assez forte sur les entreprises pour pouvoir travailler sur leur empreinte carbone. Autant la biodiversité était un sujet qui était… alors, les travaux datent de peu près au même moment que le climat, mais il n'y avait pas cette mise en lumière des enjeux autour de la biodiversité. Et depuis quelques années, c'est un sujet qui monte en puissance. Et les entreprises commencent un petit peu aussi à s'en saisir et utilisent au fait ce qu'elles ont pu aussi travailler au niveau du climat pour pouvoir aussi venir sur ces sujets-là. Au jour d'aujourd'hui, on est encore quand même vraiment dans un sujet qui est assez balbutiant parce qu'on est encore dans des logiques d'acculturation, de sensibilisation, avant vraiment dans des projets impact. Mais il y a quelques secteurs d'activité qui sont très en avance. Et ce n'est pas forcément les secteurs auxquels on penserait naturellement, et notamment les secteurs miniers, les secteurs de l'énergie ou des secteurs des déchets sont plutôt en avance sur ces sujets-là parce qu'ils avaient une énorme pression réglementaire qui les ont forcés à bouger. Et au sein de certaines d'entreprises de ces secteurs-là, il y a des gens qui sont passionnés pour ces enjeux et qui en ont fait vraiment des vrais atouts et des vrais maillons forts de culture. Et donc voilà, donc l'entreprise comme les entreprises, organisations, mais aussi les collectivités, il n'y a pas que les entreprises, commencent vraiment à s'intéresser à ce sujet-là. Et en parallèle, on voit bien qu'il y a une pression de plus en plus forte sur le vivant. On l'a vu avec la pandémie, qui nous a aussi fait un peu bouger nos repères. Et la nature, ce besoin de nature, ce besoin de reconnexion, de besoin de remise au vert, il est de plus en plus présent dans la société. Et forcément, ça va rejaillir dans les organisations pour créer une pression du bas vers le haut pour faire bouger sur ces sujets-là. Donc voilà, je ne sais pas, Pascal, tu peux compléter? Oui, je rejoins ce que tu dis, Xavier, et heureusement qu'il y a cette prise de conscience qui commence à arriver. Moi, je voulais rajouter aussi que sur la prise de conscience, on se rend de plus en plus compte que tout est relié, en fait, tout est lié. Quand on parle d'écosystème, ce qui se passe à 10 000 km ou au-delà des océans, voilà, quand on parle de nos forêts brésiliennes qui brûlent, avant, ça paraissait lointain, personne ne se sentait concerné. Mais voilà, quand on parle de biodiversité, en fait, ce qui se passe là-bas, c'est connecté à ce qui se passe ici. Et ça, on commence effectivement grâce à tout ce qu'on a fait sur le climat et malheureusement tous les phénomènes graves du moment, que ce soit les incendies, que ce soit la Covid aussi, ou tout ça, on se rend compte qu'on est tous interconnectés. Voilà, et le ici et là-bas, en tout cas, nous, il est essentiel dans notre approche. Ce qu'on fait ici, on essaie
toujours trouver une symétrie à ce qui est là-bas, pour voilà, montrer que tout est relié et que voilà, cette vision globale, en fait, on a besoin d'inclure tout ce qui se passe. Et la biodiversité, ça en fait partie. Même si on travaille sur le climat, la biodiversité, on doit l'intégrer à un moment. Voilà, tout, et y compris l'environnement, y compris les aspects sociaux. Voilà. Quand on parle d'environnement, c'est un écosystème et on a besoin d'inclure et non pas exclure tous les sujets. Merci beaucoup. Alors, on a une question à vous poser qu'on pose systématiquement à nos soirées, c'est quel a été votre déclic? Alors, Xavier, c'est un peu plus récent. Pascal, ça fait longtemps que tu travailles chez Kinomé, donc que tu es sur ces sujets-là. Mais est-ce que vous pouvez nous partager tous les deux peut-être une rencontre, un déclic, une prise de conscience qui vous a donné envie de vous engager par votre travail sur cet enjeu de société? Alors, même si ça fait 13 ans que je travaille au sein de Kinomé et dans la même entreprise, j'ai moi-même évolué. Et en fait, on évolue tous, quel que soit notre âge. Voilà. Et moi-même, j'ai évolué. En fait, le fait d'avoir eu 3 enfants, et mon premier enfant est arrivé à peu près la même année où on a fondé le programme Forest and Life. Donc moi, ça m'a permis d'évoluer et en fait d'avoir une prise de conscience au sein même d'une autre grande prise de conscience de mon avenir professionnel. Mais voilà, moi, je me suis ouverte progressivement et en tant que maman, j'ai ressenti les besoins de nos enfants, des parents, des enseignants que je ne pouvais pas avant ressentir comme je l'ai ressenti. Donc voilà, le fait d'accompagner mes enfants aussi dans leur scolarité, dans leur manière de découvrir un petit peu la nature au travers l'école, j'ai eu beaucoup de prise de conscience et ça m'a renvoyé aussi à moi. En fait, je travaillais dans la forêt, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de reconnaître plusieurs espèces d'arbres. Voilà. Et en fait, ce manque là pour le coup, c'était vraiment un savoir-faire, enfin une compétence. Je me suis dit qu'en fait, on ne l'a jamais appris à l'école. Reconnaître un chêne d'un hêtre ou d'un frêne. Voilà. Et même moi qui travaillais dans la forêt, je me suis dit, mais c'est... Voilà. Donc, j'ai potassé plein de bouquins pour essayer, pendant mes balades dans la forêt, de reconnaître les arbres. Mais en fait, voilà, comme ce n'était pas ancré depuis que j'étais petite, j'avais beau lire et voilà, ça ne restait pas. Ça rentrait, ça sortait. Et je me suis dit, voilà, si on ne fait pas l'école et si dès la maternelle, ça ne devient pas une discipline comme une autre, en fait, comme les mathématiques ou le fait d'aimer les arbres, de reconnaître une feuille et un autre, ou un ver de terre, ne pas avoir peur de le toucher, tout ça, ça doit s'apprendre à l'école. Et voilà, ma prise de conscience, elle est... Ah ben voilà, effectivement, j'avais prévu une petite image que j'avais vue sur les réseaux sociaux un jour. Bon, je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà, regardez juste le message. Effectivement, on sait tous, et ma fille qui avait 3 ans à l'époque aussi, connaissait le logo de Carrefour. Alors, McDo, peut-être pas Facebook, mais et voilà. Et entre deux feuilles, non. Donc voilà, ça devrait s'inverser. Enfin, selon moi, on devrait privilégier en fait l'essentiel qui est la partie du bas. Merci Pascal. Et donc Xavier, quel a été ton déclic? Mon déclic. Alors, avant de parler de mon déclic, moi je me suis comme Pascal, je me suis mis en défi de reconnaître tous les arbres de la forêt en face qui est juste à côté de chez moi par toute saison, même sans feuilles. Donc, c'est très épanouissant en fait. Donc on a un défi commun. En fait, mon déclic, comme moi je suis un enfant de la campagne, en fait j'ai grandi les 10 premières années de ma vie entre les vignes et la forêt, donc la nature a toujours été très présente. Et puis après, j'ai fait mes études à Paris et puis j'ai fait 20 ans de transformation des organisations, à la fois dans le conseil et puis en entreprise. Et donc, une vie plutôt citadine et puis surtout une vie de bureau, quoi. Donc, c'est vrai que la nature, il y a une certaine distance qui s'est créée, même si j'ai toujours une passion pour les plantes. Et là, vous voyez derrière moi, là, cette plante-là, ça fait 35 ans que je la trimballe de déménagement en déménagement. Donc, voilà, c'est ma plus vieille amie, en fait. mais forcément, voilà, il y a une distance qui s'est créée. Et puis, il y a 3 ans, en fait, j'étais directeur des projets industriels pour un distributeur d'énergie. Et on travaillait sur un nouveau site industriel. Et je me rappelle très bien un coup de fil de mon responsable de bureau d'études qui me dit est-ce que tu as lu le rapport écologique qu'on vient de recevoir? On a un gros problème sur le futur site, on a une espèce protégée.
Et cette espèce protégée, c'est le pélodite ponctué. Alors, je ne sais pas si j'ai une petite image pour savoir ce que c'est. C'est un très joli crapaud qui est tout petit, qui est très joli, qui est plutôt vert et qui tient vraiment dans une main qui est vraiment voilà. C'est pas une grenouille, c'est un crapaud et c'est une espèce pionnière. Et donc, voilà, donc on avait un problème. Et puis, au final, ce problème-là, pour moi, c'est devenu vraiment une source d'opportunités incroyable parce que je me suis passionné pour cet animal. J'ai lu en détail tous les rapports voilà, des écologues sur le site. Je suis allé faire plusieurs visites de terrain avec des biologistes. Donc, j'ai retravaillé avec les équipes pour reconcevoir le site de manière complètement différente, voilà, en allant au-delà du réglementaire pour pouvoir faire quelque chose qui favorisait les habitats du pélodite ponctué, mais pas que lui, de Dickman criard, qui est un oiseau, mettre en place des haies, ce genre de choses. Puis encore d'aller un cran plus loin, de dire est-ce qu'on ne pourrait pas aussi changer les méthodes de gestion, d'entretien de nos sites industriels déjà existants pour avoir quelque chose qui soit un peu plus respectueux de la biodiversité. Donc, ça a été vraiment cette prise de conscience. Et puis, voilà, je suis reparti vraiment dans… En fait, ça a redonné du sens à mon métier. Et ça m'a donné l'opportunité de réapprendre plein de choses, d'être sur le terrain, donc de passer du bureau à visiter sur les sites, d'être dans une logique aussi de territoire et de rencontres avec plein d'experts, des botanistes, des biologistes, des écologues. Et ça, vraiment, je me suis dit, en fin de compte, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est ce travail-là. Et en dehors de l'aspect professionnel, ça a aussi eu un déclic sur une ouverture encore plus forte sur tout ce qui était le développement durable, changer un peu les pratiques à la maison, consommer un peu différent. Donc, en fait, ce petit crapaud vert, là, il a fait un grand déclic. Alors, il n'y a pas que lui, hein, je m'étais préparé un peu avant, mais lui, c'était vraiment le moment où il m'a poussé à changer mon regard, il m'a poussé à me réintéresser au vivant et à me dire, à réveiller l'enfant qui sommeillait en moi, quoi. Et donc, comme je me dis, c'est ça que je veux faire. Alors, le site n'était pas encore très, très clair il y a 2 ans. J'ai eu l'occasion de pouvoir négocier une rupture et de me dire, je vais me faire une reconversion, je vais aller faire des choses complètement différentes que je n'avais jamais fait dans ma carrière. Donc, voilà, donc c'est mon déclic, c'est ce pélodite ponctué, un nom à retenir. Un très, très joli petit crapaud, effectivement. Ok, merci beaucoup pour cette partie-là sur le déclic. Alors, on va creuser un peu sur cet enjeu de biodiversité et pourquoi c'est si important, pourquoi vous avez tous les deux dit il faut absolument que je m'engage sur la protection du vivant, de la biodiversité. On a quelques chiffres, un petit quiz qu'on voulait vous faire ce soir aux personnes qui sont là pour dresser un peu le tableau avant que vous nous en parliez, Pascal et Xavier, sur cet enjeu de biodiversité. Donc, je te passe la main, Céline, pour le petit quiz. Je pense qu'il se passe sur Klaxoon, du coup, ce quiz. Oui, alors je vais ouvrir l'activité. Je vous demande juste une petite seconde. Voilà, je vais conserver les questions au cas où on aurait un petit souci. Hop là. Et du coup, je vais basculer sur la partie questions. Voilà. Alors, la première question est, on estime qu'il existe 8,7 millions d'espèces dans le monde et seulement 14% d'entre elles sont actuellement connues et répertoriées, soit environ 1,2 million. À votre avis, quel pourcentage des espèces vivantes connues dans le monde sont présentes en France? Alors, j'espère que tout le monde a accès à la question. Céline, je me permets, mais ça n'a pas basculé. La rubrique interview, je ne sais pas si c'est normal. Ah, alors. Ou c'est peut-être moi qui ne suis pas au bon endroit. Non, c'est possible que la question ne soit pas lancée. Alors, il faut peut-être repartir. Alors, attendez, il faut peut-être que je clôture l'activité. On va faire comme ça. Voilà. Et est-ce que du coup, vous avez accès à la question? Ah oui, c'est bon. Oui, c'est tout bon.
Alors, on a 100% de réponses vers les 4%. Et en fait, on a 10% d'espèces qui sont d'espèces vivantes qui sont présentes en France, et notamment grâce au territoire d'outre-mer, qui en fait monte le score énormément. Alors, je vais vous lancer la deuxième question. Et la deuxième question est, à votre avis, quel pourcentage des écosystèmes européens sont présents en France métropolitaine? Alors, on a beaucoup plus de diversité dans les réponses. On est à 55-45, 58-42. Alors, on a plutôt une tendance pour 48%, et en fait, c'est 81%. On a une très grande richesse de la biodiversité française. Et je vous lance la troisième question. Voilà, qui doit apparaître chez vous normalement. Sur les 10 000 espèces connues en France, quel pourcentage sont éteintes ou en voie d'extinction? Alors, on a à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est que la bonne nouvelle, c'est que la réponse n'est pas 36%, mais 18%. Après, 18%, c'est déjà un score très élevé. On avait 86% de réponses sur 36% et 14% de réponses sur les 18%. Et je vais laisser Fabienne reprendre la suite Céline. sur les enjeux. Voilà, donc en fait, c'était un petit quiz qu'on voulait vous poser pour passer à cette partie sur cet enjeu de biodiversité, et sur laquelle Pascal et Xavier, on voulait vous faire réagir sur peut-être les chiffres que vous avez envie de partager, et peut-être des chiffres que vous avez vus, vous, et qui vous ont donné cette envie ou cette conviction qu'il fallait absolument s'engager sur cet enjeu-là. Je commence? Vas-y. Ouais. Alors déjà, ce qui est intéressant dans les chiffres qu'on vient de voir, c'est en effet, c'est de voir la richesse de la biodiversité en France. Ça, je trouve que c'est voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant, et il suffit de pas grand-chose pour pouvoir s'en rendre compte. Il suffit juste d'observer. Et voilà, je vous invite à réapprendre à vous émerveiller avec vos yeux d'enfant pour redécouvrir la richesse de la biodiversité qui nous entoure. Et puis après, donc, le chiffre des 18%, c'est un chiffre qui interpelle. Après, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on n'a pas encore vraiment défini la biodiversité. Pour moi, il y a trois sujets autour de la biodiversité. C'est à la fois la diversité des espèces, c'est ce à quoi on pense naturellement. Il y a la diversité de la génétique des espèces. Ça, c'est très important, parce que voilà, nous, on est une espèce humaine, mais on a une diversité forte par rapport à chacun des individus. Et puis après, il y a la diversité des écosystèmes. Et donc, c'est ces trois diversités, donc espèces, génétique et écosystèmes, qui font la biodiversité. Et bien évidemment, c'est toutes les interrelations entre ces trois briques-là. Donc, c'est ça qui est vraiment fondamental, et pas simplement voir la biodiversité comme un catalogue d'espèces. C'est plus large que ça. Et puis, ça a une tendance à être quelque chose on parlait tout à l'heure. Pascal disait que tout était relié. Je pense que c'est la notion d'interaction et de relation et d'interrelation qui est vraiment fondamentale. Le point important, c'est que, et quand je fais les fresques de la biodiversité, j'interroge les gens en disant: est-ce que vous voyez de la biodiversité autour de vous? Et au final, c'est toujours un petit peu timide au début. On pense tout de suite à la nourriture, parce que voilà, c'est quelque chose d'assez évident, mais en fait, on s'aperçoit qu'on est entouré d'éléments de notre quotidien qui sont issus de la biodiversité. Que ce soit bien évidemment la nourriture, mais que ce soit l'habillement, que ce soit comment dirais-je, l'ameublement, ou même si je suis même encore un peu plus loin, je dirais même que le plastique, le pétrole, c'est la biodiversité du passé.
Et donc, on voit que cette biodiversité, elle est fondamentale pour, simplement pour nous. Et nous, en tant qu'être humain, on est bien évidemment, on est un animal, il ne faut pas l'oublier, on est partie prenante de cette biodiversité. Et on est même un écosystème, parce que globalement, quand on se pèse, en fait, une grande partie de notre poids, ce n'est pas nous en tant qu'humains, mais c'est nous plus tous les micro-organismes qui nous font vivre. Et donc, voilà. Et cette biodiversité, elle est vraiment toujours présente. Et même si elle est aussi importante pour nous, en fait, on la malmène énormément depuis très, très longtemps. Et ça s'accélère. Et aujourd'hui, on en est à parler de la 6e extinction qui se met en place. Je vous rappelle, la 5e, c'était il y a 65 millions d'années ou 75, je ne sais plus, lors du Crétacé, c'était la disparition des dinosaures. Et là, aujourd'hui, on est en train de parler de la 6e extinction avec, alors on a vu quelques chiffres sur la France, mais on voit que notamment, si on veut aussi voilà, un peu chiffrer les choses, c'est 41% des amphibiens aujourd'hui sont vraiment menacés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on détruit des zones humides. Et puis après, il y a une énorme pression, alors qu'on voit pas toujours, mais sur tout ce qui est le monde aquatique et notamment le monde marin, où pareil, une quarantaine de % des mammifères marins sont menacés, un tiers des coraux, un tiers des raies et des requins sont menacés. Et donc en fait, voilà, on a par nos activités, notamment par l'impact sur les habitats, par l'impact sur la surexploitation des environnements. Je pense notamment, par exemple, à la surpêche, où on a parlé du climat, qui est la troisième raison d'impact de l'homme sur la biodiversité, pollution et puis les espèces envahissantes. En fait, on voit que pour quelque chose dont on a vraiment besoin pour plein de raisons, eh ben, on a créé un impact fort. Et j'ai une image qui m'a été dit à un moment, c'est qu'en fait, on a cette capacité incroyable en tant qu'espèce à scier la branche sur laquelle on est assis. Et c'est ça en moi qui m'anime globalement parce que ça fait sens pour moi. Au-delà de ces chiffres qui peuvent faire un peu catastrophistes. Mais derrière, si je le contrebalance, il faut voir que la biodiversité, et notamment 70% de tous les traitements sur le cancer sont issus des plantes. Donc en fait, c'est une énorme richesse qu'il nous reste aussi à découvrir. Et puis, c'est aussi une richesse pas simplement d'utilisation, mais on parlait tout à l'heure de forêt, c'est une approche qui peut être sensorielle, qui peut être émotionnel, qui peut être spirituel, qui est aussi fondamental et qui vaut la peine de s'y plonger pour que globalement, nos enfants, nos petits-enfants, toutes les autres générations, ils puissent en bénéficier comme nous en a bénéficié. Voilà un peu ce qui m'anime et pourquoi c'est important pour moi. Moi, je voulais rajouter, effectivement, tu es revenu à la définition, Xavier, c'est important. C'est effectivement une liste d'espèces vivantes dans un même milieu. Et il y a cette notion aussi d'interaction. Ce n'est pas qu'un inventaire, c'est aussi comment elles interagissent avec le milieu, avec leur environnement. Et en fait, pour moi, effectivement, on peut voir la biodiversité de ces deux manières. Et vos chiffres sur justement la biodiversité en France, c'est un exemple. Par exemple, pour les forêts, en forêt française, on a à peu près une centaine d'espèces d'arbres différents. C'est la moyenne et bien sûr, ça dépend des départements. Excusez-moi, juste une minute. Excusez-moi, juste une minute. Les joies de l'école à la maison. Quand on compare en fait la biodiversité de nos forêts en France, en métropole en tout cas, on a une centaine d'arbres, alors que dans les dom-toms, on se situe plutôt autour de 1000. Donc c'est pour ça que parfois dans les chiffres, voilà, ça gonfle et heureusement c'est plutôt positif, mais c'est grâce entre guillemets aux dom-toms qui viennent enrichir ça. Donc si on voit juste une liste d'espèces différentes d'arbres, effectivement, en France métropolitaine, on a moins qu'en des dom-toms. Si on voit davantage comme la biodiversité comme un écosystème, un ensemble de paysages, du patrimoine aussi, ça a été cité dans le nuage de mots et c'est important. Voilà, en France, on a une multitude de maillages territoriaux, de paysages différents, d'écosystèmes aussi. Enfin voilà, la biodiversité, tout dépend de notre regard en fait. Souvent, chez Kinomé, on dit qu'on veut changer le regard sur la nature. C'est ça, en fait. C'est juste une question de regard qu'on porte sur nous-mêmes d'abord et ensuite sur le monde et sur les autres.
Alors, je ne suis pas très bonne, moi, pour les chiffres, mais je voulais vous partager 3 dessins, en fait, qui, pour moi, illustrent vraiment la biodiversité vue par les enfants. Vous avez compris, moi, j'ai plus une approche éducative. Donc ça, c'est un arbre selon un enfant. Mais pour un autre enfant, le même arbre, ça peut être ça. Donc, vous voyez, des feuilles, c'est un autre arbre, en fait. Voilà. Alors que la consigne était la même, dessine-moi un arbre. Et pour un autre, alors je ne vais pas tous les faire parce qu'on en a beaucoup, mais voilà, pour un autre qui est peut-être allé un peu moins en forêt que ses camarades, voilà, on voit que c'est plutôt des lignes droites, que voilà, il n'y a pas beaucoup de fantaisie, de rondeur. Voilà. Donc vous voyez, en fait, c'est ça. Ça dépend du regard qu'on porte sur ce qui nous entoure. Alors, on ne voit pas d'animaux dessus, mais voilà, il y en a certains qui ont rajouté des petites chouettes et des petits renards. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est vraiment le regard qu'on porte sur ce qui nous entoure. Voilà. Merci Pascal. En tout cas, vous vous rejoignez tous les deux effectivement sur cette nécessité de parler aux enfants, d'apprendre aux enfants et de commencer le plus tôt possible à sensibiliser sur ce qui nous entoure et de faire attention aux vivants. Enfin, on sent voilà, que c'est important pour tous les deux qu'il y ait vraiment cette partie-là dans vos projets. Alors, il faut parler aux grands aussi. Hein. Oui. Les enfants, c'est très bien, et eux-mêmes vont parler aux grands, mais il faut aussi sensibiliser les adultes. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut que nous retrouvions notre capacité à nous émerveiller par rapport à la nature. Et c'est-à-dire que nous retrouvions un peu notre âme d'enfant pour pouvoir le faire. Donc, il faut vraiment, c'est deux publics qui s'adressent différemment, mais les deux sont importants. Sachant que quand on parle aux enfants, indirectement, on parle à leurs parents aussi. Ça, c'est super. Oui, c'est des très bons prescripteurs. Exactement. Ouais. Et sur plein de thèmes. Super. Alors, ce qu'on voulait vous demander aussi, parce que c'est important d'en parler, c'est le fait de vous être engagé et donc d'avoir décidé que par votre travail, vous alliez vous aligner avec voilà, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, cet enjeu de protection de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous a apporté, ce que ça vous a peut-être permis d'apprendre sur vous et qu'est-ce que ça vous a apporté de vous engager de cette manière? Moi, si je commence, moi, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment un regard différent sur moi. J'ai appris aussi à avoir confiance. Enfin, c'est vraiment un chemin d'évolution, en fait. Alors, je ne sais pas si on en parle maintenant ou plus tard, mais voilà, moi, ma transition un petit peu écologique, elle s'est faite parce que de par mon métier chez Kinomé, de par le fait d'avoir mes enfants, mais aussi le fait de vouloir, en fait, l'évolution, elle passe par un changement de nous. Alors, on vieillit, on grandit, comme vous voulez, mais voilà, il y a un moment où moi, j'ai ressenti le besoin d'aller voir un petit peu ce qui se jouait en moi, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas, qu'est-ce qui me... Voilà, et de trouver ma voie, en fait, en faisant un petit peu ce temps d'introspection qui a duré plusieurs années, et on a cette chance chez Kinomé, c'est que toute l'équipe, alors on est une quinzaine de personnes aujourd'hui, mais on se partage tous ces mêmes repères qui sont les repères du leadership éthique qui a été fondé par Edelgut, et on est accompagnés, on se challenge tous, donc c'est vraiment un moteur, voilà, et ça m'a permis en tout cas mon travail au sein de Kinomé qui met vraiment en valeur la biodiversité en changeant le regard des enfants, mais pas que, des adultes aussi, au sein des entreprises dans lesquelles on travaille. Voilà, c'est ça que je retiens. Voilà ce qui me vient. Merci Pascal. Je rejoins tout à fait Pascal. Moi, voilà, ça redonne de basculer sur ces sujets-là, ça m'a redonné du sens. Et je pense que ça m'a réaligné avec qui j'étais. C'est-à-dire, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur la transformation d'organisation et au final, c'était quelque chose de très cérébral, très matériel. Donc, on n'y exprime pas grand-chose avec le corps et pas grand-chose avec les émotions. Et le fait de retravailler, voilà, de reprendre vie avec le vivant, c'est se réaligner avec à la fois la tête, le cœur et puis les émotions. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose que je m'étais coupé au fur et à mesure de ma vie.
Et puis voilà, je rejoins. Il y a l'âge aidant aussi où on commence à se poser un peu de questions. Les enfants aussi. J'avoue que moi, j'ai qu'un seul fils, mais c'est un challenger important qui pose plein de questions qui nous oblige à ouvrir un livre pour l'aider sur quelque chose et puis surtout à réfléchir sur nous-mêmes. Et qu'est-ce que ça a apporté? Moi, c'est vraiment c'est de faire quelque chose qui m'épanouit, quelque chose qui a du sens. Le plaisir d'être aussi dehors, d'être au contact avec le vivant, d'avoir quelque chose qui a une utilité visible. J'ai pris conscience que j'avais besoin de matérialité dans ma vie de tous les jours et de travailler sur des choses concrètes, quelque chose qui pourrait être palpable et qui pourrait avoir une sorte de fierté de laisser quelque chose en meilleur état que ce que j'avais, que je l'ai reçu. J'ai toujours eu cette ambition dans ma carrière, quel que soit le sujet que j'ai pris, c'est de le laisser toujours mieux que ce que j'ai récupéré. Mais là, c'est de le faire avec quelque chose qui soit très différent par rapport à la nature, au vivant. Et ça, moi, ça me rend serein, en fait. Alors que je suis devant une montagne d'incertitudes de plein de choses, professionnellement parlant. Je crois que j'ai rarement été aussi serein de ma vie, en fait. C'est très paradoxal, en fait. Et donc, je pense que peut-être parce que j'ai plein d'idées à la tête et je me dis dans l'eau, il y en a forcément une qui va marcher. Mais cette sérénité, je pense qu'elle est aussi par rapport d'être quelque chose qui est en contact avec la terre. C'est important pour moi d'être les mains dans la terre, d'être en contact avec le corps et de pouvoir de sentir les choses. Donc, en fait, de revivre dans son métier. C'est un super partage, en tout cas. En fait, tu lâches prise sur les résultats aussi, parce que l'essentiel, c'est que tu te reconnectes à ce que tu as envie et ce qui te motive. Et c'est ça qui est beau. Quand on change de trajectoire de vie, c'est ça qui est incroyable. C'est que on se sent pousser une force ou des ailes incroyables, quoi. Je suis d'accord avec toi. La performance, c'est plus mon moteur, en fait. C'est plus le plaisir, l'épanouissement et puis d'avoir un impact. Donc, c'est un changement. En général, c'est communicatif. Tout à fait d'accord. Et alors, quel serait votre conseil, si vous aviez un conseil que vous voudriez donner justement aux personnes qui sont là ce soir et qui peut-être se posent la question de est-ce que je franchis le pas? Est-ce que je vais vers ce métier qui aura peut-être plus de sens pour moi? Est-ce que vous auriez un conseil à donner? D'y aller. Voilà, alors je ne sais pas, ça serait intéressant mais je pense que ce n'est pas le but, on n'a pas le temps de faire un partage de chacun, mais voilà, de savoir un petit peu quelles sont les motivations des uns et des autres. Mais dans tous les cas, je parlais de lâcher prise tout à l'heure, mais du moment où je vais dire mais moi je me suis reconnectée à ce que j'aimais vraiment, déjà avoir pris conscience, parce que parfois on croit aimer, on ne sait pas, du moment où moi je me suis vraiment connectée à ce qui me motive, je trouve que là, peu importe les obstacles, on lâche prise sur le résultat attendu, mais on est accroché justement à notre vision et à notre envie de bien faire. Et là, on y va. Et voilà, moi, j'aurais qu'un conseil à donner, c'est ne pas avoir peur. Alors, c'est facile à dire, mais du moment où je trouve que le plus dur, c'est de passer de la prise de conscience à l'action, en fait, parce qu'on peut avoir conscience de plein de choses, mais tant qu'on ne passe pas de l'autre côté à s'engager pleinement dans un projet ou de changer de mode de consommation ou de, je ne sais pas, que sais-je, tout type de projet, c'est ce créneau-là qui se passe, mais qui peut être parfois sembler un petit peu dur, mais une fois qu'il est passé, il n'y a aucun regret à avoir. Et puis et écouter son cœur, ça c'est aussi important. Alors, je vais reparler des enfants, mais parce que souvent on dit je vais me reconnecter à mon âme d'enfant ou on a des souvenirs d'enfance. En fait, c'est ça. Nous, on a choisi l'arbre et le fait de planter un arbre parce que les enfants, ils se connectent tout de suite à leur joie, à ce qu'ils ont envie de faire. Et après, ça leur ouvre plein de portes et ça les éveille à plein de choses, ça leur donne envie de découvrir. Donc c'est essayer de voir dans quel moment on se sent bien, écouter son cœur et puis allez, y aller. Ouais, je suis assez aligné avec ce que tu viens de dire, Pascal. En effet, moi, j'ai dit écouter l'enfant qui sommeille en vous.
Il faudra apprendre à l'écouter et puis écouter les idées qui reviennent en boucle. Je parlais tout à l'heure d'un projet de ferme pédagogique. En fait, cette idée-là, je l'avais eue il y a 15 ans et c'était plus une blague, une boutade en disant, voilà, j'aimerais bien faire ça. Alors, à l'époque, j'étais plus dans une vision technologique qui m'a un peu quitté depuis, mais en fait, compte, je me suis rappelé de ce sujet-là. Donc, voilà, ces idées qui reviennent en boucle, bah, c'est intéressant de les écouter, de les noter parce qu'en fait, elles viennent vraiment de la profondeur. Et oser, ouais, moi, c'est ce que j'ai appris ces dernières années, c'est oser, quoi. Quand j'étais en entreprise, quand j'ai fait des projets voilà, en biodiversité, je n'ai pas forcément demandé la permission de le faire. J'étais ce qu'on appelle une sorte de pirate bienveillant, c'est-à-dire je restais dans les règles de l'entreprise, mais par contre, on faisait des choses. Et sans forcément être dans une logique de bienveiller, de permission systématique qui a un frein à l'action. Donc, c'est d'oser. Et après, c'est s'accorder ça pour oser, notamment, bah voilà, quitter un monde de salariat pour avoir quelque chose un peu plus dans l'entrepreneuriat qui fait du sens. Et le conseil aussi que je peux donner en parallèle, c'est faut se former. En fait, aujourd'hui, il y a plein de possibilités. On a la chance d'avoir une offre extraordinaire de MOOC, de formation, de vidéos. Et donc, il faut y aller, il faut piocher là-dedans, il faut écouter les gens qui nous inspirent. Donc ça, il faut y aller. Moi, j'avais cette habitude d'avoir toujours un MOOC tout le temps en cours, un peu moins le temps, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut que je reprenne. Et puis, de compléter ces formations et ces découvertes par des rencontres. Rencontrer les gens. C'est excessivement simple de rencontrer plein de gens. J'ai mis longtemps à le comprendre dans ma carrière. Il suffit de demander, il suffit de poser la question. Au pire, c'est non. Mais très souvent, les gens sont ravis d'échanger sur leur parcours. Et c'est l'occasion au début de s'inspirer, puis après de tester vos propres idées. Et d'en parler aussi avec vos proches, hein, notamment si vous faites une reconversion, ça devient des projets de famille. Donc, il y a un moment, il va falloir quand même en parler autour de vous, à vos enfants, à vos conjoints, votre conjoint, voilà, pour les embarquer dans cette histoire-là, pour qu'ils vous challenge aussi de manière bienveillante, pour voir si votre âme d'enfant elle est bien alignée avec les choses. Et puis, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est accepter que ça prenne du temps. Quand on ose, on peut oser faire des petites choses. C'est pas grave que ça prenne du temps. Moi, j'ai cette reconversion, je pense que ça fait des années que je l'avais en tête, mais elle a mis longtemps à mûrir et elle a mûri parce que je me suis fait accompagner aussi. Donc, moi, j'ai fait un coaching, voilà, ça peut être un accompagnement par Ticket for Change, par exemple, mais le fait de se faire accompagner par quelqu'un d'extérieur, c'est un gros atout pour essayer de prendre du temps pour se découvrir ou se redécouvrir, parce qu'on s'est souvent un peu oublié dans notre carrière. Voilà quelques conseils que je pourrais vous donner. Merci beaucoup, Xavier. Merci pour ce partage. Et alors, avant de passer… Oui, pardon, Pascal. Je vais ajouter qu'effectivement, il y a plein de personnes qui sont en reconversion. Voilà, c'est de plus en plus. Et en fait, quand on commence à s'y intéresser, je trouve que c'est passionnant aussi de voir qu'on n'est pas seul. Et je suis d'accord avec Xavier, les rencontres, c'est ce qui fait justement la richesse et qui crée des envies. Mais voilà, il y a tout un réseau. Et sur tous les sujets, voilà. Moi, dernièrement, en fait, j'ai essayé de répertorier toutes les initiatives en France d'éducation à l'environnement. Et j'ai arrêté parce que voilà, dans chaque département, chaque localité, il y a des gens qui se bougent, des gens qui s'engagent. Donc, voilà, c'est vraiment là un écosystème aussi important. Et des soirées comme ce soir, ça participe aussi à tout ça. Complètement. Merci beaucoup. Et avant de prendre les questions, je vais laisser la parole à Céline. Je voulais quand même vous demander aussi une dernière question à tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir vos projets? S'il y en a une chose qu'on peut faire pour soutenir vos projets de protection de la biodiversité? Et en tout cas pour moi, je dirais que si ce que je vous ai dit sur l'éducation à la forêt et à la biodiversité vous a touché, on organise un webinaire le 16 avril, donc la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine déjà, à 12h30, autour d'un sandwich ou d'un café. En fait, on est en train, en parallèle, de planter avec les enfants partout en France. On essaye d'animer en fait des gens qui s'engagent déjà ou qui souhaitent s'engager, que des entreprises, des citoyens, des associations, enfin vraiment tout horizon différent qui souhaitent contribuer, voilà, à notre vision. Que je n'ai pas dit au début, mais que je vous l'ai dit là en conclusion, en disant, en fait, ce programme, il a impacté plus de 25 000 enfants dans 7 régions en France.
Il concerne 6 pays, du coup, France et les pays qui sont reliés. Et on a vraiment cette envie de le déployer à très grande échelle pour que chaque écolier en France, en entrant en 6e, puisse avoir déjà planté des arbres. Donc, on est en train de monter ce programme au niveau ministériel aussi, à haut niveau, pour qu'on ait l'aval et pour qu'on puisse systématiser à grande échelle dans tous les territoires. Et pour ça, on a besoin aussi de sortir de la forêt, d'aller sur des terres agricoles. On parlait de paysage tout à l'heure, donc remettre la biodiversité un petit peu partout. Et on a besoin de travailler avec tout le monde. Donc voilà, tous ceux qui souhaitent s'engager, ils peuvent contribuer, juste en participant à notre webinaire, apporter ses idées, en donnant tout simplement, ou après, peut-être à d'autres échelles, contribuer si le projet le touche. Voilà. Donc, le 16 avril, si vous voulez commencer à contribuer. Tu pourras nous envoyer le lien pour s'inscrire, comme ça on le mettra. Ah, je vois que c'est bon, Céline s'en est occupée. Parfait. On le joindra aussi au mail après l'atelier, comme ça. Super. Merci Pascal. Parfait. Pour mon côté, moi je vous invite déjà à faire une fresque de la biodiversité. Voilà, ça vous allez voir, c'est un super outil. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion, je pense qu'on mettra aussi le lien pour pouvoir découvrir en 3 heures la biodiversité. Ça donnera aussi un complément à ce qu'on vient de se dire ce soir, et puis travailler sur des mises en action. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important dans mon engagement citoyen. Et puis, de manière très pragmatique, si votre organisation a envie de travailler sur ces sujets-là, vous pouvez penser à moi. Et puis, quand la ferme pédagogique sera installée, je serai ravi de vous accueillir pour qu'on puisse vivre la biodiversité sur le terrain et goûter quelques petites choses que j'aurai produites, quoi. Redis-nous, Xavier, où ça sera? Dans quel... J'ai pas noté. Où ça, le lieu de ta future ferme? Sûrement en Bretagne. Bretagne. Ok. Super. On va chercher un peu de soleil, quoi. Absolument. Merci beaucoup pour ces partages, ces échanges. C'était très, très inspirant de vous entendre tous les deux. Et puis, du coup, je vais laisser la parole à Céline qui va prendre les questions du board qu'il y a pu avoir pendant nos échanges pour terminer ce moment. Oui, alors je vais juste poster le lien. Tu as une fresque le 15 avril, hein, c'est ça, Xavier? Je vais m'en occuper, Céline. Je vais remettre le lien. Ok, ça marche. Ouais. Il y en a plusieurs qui vont s'organiser là. Globalement, on essaye d'en faire entre 2 et 4 par semaine au titre de l'association de la fresque. Et puis après, on intervient aussi avec le quai du possible. Il y en a une le 15 avril là, qui se met en place. Puis il y en a d'autres qui se mettent en place aussi. On monte tout doucement en puissance sur ce sujet-là. Ok. Alors, il y a quelques questions qui sont apparues pendant l'interview. Donc, on a 3 thèmes principalement. On a pas mal de questions qui concernent des demandes d'exemples concrets sur comment on fait pour accompagner les entreprises, comment on fait pour les convaincre de rentrer dans une démarche éco-responsable alliée de la biodiversité. Et une question qui demande si c'est pas comment s'assurer que ce n'est pas un effet de mode, que les entreprises elles ne vont pas lancer des actions qui vont être abandonnées dès que le prochain cabinet de conseil lancera sur un nouveau thème. Est-ce que vous auriez des expériences à nous partager? Et puis, on a une question sur est-ce que vous auriez des conseils pour se lancer dans l'accompagnement d'entreprise en tant que consultant indépendant? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être, moi je peux partager peut-être un exemple concret, puis après Xavier, comme c'est plus ton domaine du coup, le conseil, je te laisserai poursuivre. Pour être concret, par exemple le cacao. Nous on travaille beaucoup sur cette filière qui fait vivre beaucoup de pays, africains notamment, beaucoup de villageois, des agriculteurs qui cultivent, c'est un arbuste le cacao. Beaucoup d'industriels, puisque le cacao, voilà, c'est une filière assez large et lucrative, on va dire. Beaucoup de scientifiques qui travaillent sur des systèmes agroforestiers. Donc, on travaille avec tout ce monde-là. Et en fait, pour illustrer un petit peu,
pourquoi les industriels du cacao et de la filière s'intéressent à la biodiversité, non pas par effet de mode, mais parce que tout simplement, s'ils ne s'y intéressent pas, il n'y aura plus de cacao dans 10 ans. Donc en fait, et c'est pas, enfin, je cite l'exemple du cacao, mais ça compte plein d'autres filières. Le cacao, c'est un arbre qui pousse à l'ombre. Et donc, du coup, les cacaoyers ont besoin d'arbres, d'ombrage pour pousser. Les monocultures de cacao sur des champs entiers sans arbres et en plein soleil, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, sans forêt à côté, sans diversifier justement les cultures pour les villageois qui ne peuvent pas 100% dépendre que du cacao, ça fait partie des projets qu'on implémente et voilà, je ne sais pas si ça peut répondre à la question qui a été posée, mais voilà, certes, les entreprises commencent à comprendre que leur cœur d'activité est relié à la biodiversité ou au climat, ou voilà, et c'est pour ça qu'elles s'y intéressent. Nous travaillons aussi, par exemple, avec, nous, dans notre activité de conseil, avec la marque bio de Danone, qui s'appelle Les Prairies Bio. Ça fait maintenant 2 ans que nous les accompagnons dans leur stratégie de développement durable en profondeur. Voilà, ils ont vraiment cette envie de bien faire les choses avec leurs agriculteurs et leurs éleveurs laitiers. Et voilà, ce n'est pas par effet de mode, là, parce qu'ils ont commencé avant tout le monde. C'est un petit peu les précurseurs du bio, les 2 vaches, les prairies bio. Donc voilà, l'idée de faire bien les choses et d'optimiser leur impact, on parle beaucoup d'impact et on travaille avec eux justement sur leur stratégie, c'est pour voilà, impacter positivement leur écosystème, les éleveurs et les consommateurs aussi, via la sensibilisation, mais ça permet aussi de sécuriser le modèle, tout simplement. Parce que sans biodiversité sur les fermes, voilà, les vaches ne produisent peut-être moins de lait, il y a moins de biodiversité environnante. Donc voilà, la biodiversité, elle influe aussi nos systèmes de production, tout simplement. Voilà, après Xavier, je te laisse la parole si tu as d'autres exemples. Non, je pense que ce qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut en effet associer il faut ancrer cette réflexion et ces projets de biodiversité dans la démarche économique de l'organisation. Sinon, en effet, ça risque d'être quelque chose qui tourne autour de la communication ou autour d'une démarche de sensibilisation qui est déjà une première étape, mais qui ne va pas forcément se transformer en une action concrète de long terme. Et je pense que, je vais donner un exemple très simple, notamment quand je travaillais sur de l'entretien d'espaces verts pour des entreprises. Et l'idée qu'on en avait, c'est de pouvoir vraiment revoir la façon dont sont gérés ces espaces verts, notamment en laissant des zones sans sauvager. Il faut bien évidemment communiquer pourquoi on le fait, parce qu'on aime avoir des espaces verts très propres, tout coupés à la française. Mais en fait, c'est catastrophique pour la biodiversité, notamment quand on va faucher un certain nombre de choses en plein été, au moment où ces gîtes est couvert pour tout plein d'insectes. Et là, l'idée qu'on en a eue, c'est, au-delà d'expliquer la démarche, c'est de dire que, mais en fait, quand il y a une réalité économique à le faire, parce qu'en fait, on va faire moins de travaux d'entretien des espaces. Et donc, en fait, on est à la fois dans une logique où on va favoriser la biodiversité en ayant des pratiques d'entretien qui sont beaucoup plus respectueuses de la nature, des besoins à la fois pour les plantes, avec une montée en graines et de couper après, ou avec les insectes pour pouvoir à la fois ne pas détruire leur habitat. Et derrière, en fin de compte, c'est moins de travail à faire et donc moins de coûts. Et donc, là, on est déjà dans quelque chose où on a un double levier. On a un levier autour de la biodiversité et on a une réalité économique qui nous permet de faire passer ce message auprès des décideurs. Parce que souvent, malheureusement, la question, c'est très bien combien ça nous rapporte. Et cette question-là, on peut en parler longtemps, mais elle est assez légitime dans une entreprise. Donc, en tout cas, de toute manière, si elle n'est pas légitime, vous allez forcément l'avoir à un moment ou à un autre. Et donc, c'est comment on est capable d'apporter qu'on va faire quelque chose qui est utile et qui peut avoir une réalité économique. Alors, je parlais d'une réalité économique, mais ça peut être aussi, par exemple, de travailler sur ces sujets-là pour attirer un certain nombre de collaborateurs qui ne viendraient pas si l'entreprise elle ne défend pas concrètement et de manière pragmatique ses valeurs. Et un autre exemple, encore un cran plus loin, c'est un choix qui a été fait en disant que les réponses d'appel d'offres maintenant passeraient une sorte de screening sur un certain nombre de critères autour de l'environnement,
dont la biodiversité, et que si un certain nombre de critères ne seraient pas au rendez-vous, ben, simplement l'entreprise en question ne répondrait pas à ces appels d'offres. Là, c'est un vrai choix au niveau de stratégie d'entreprise. Et puis après, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans une contrainte réglementaire très forte et qui choisissent d'aller un cran plus loin. Et c'est souvent porté parce qu'il y a des gens passionnés sur le sujet. Moi, j'ai rencontré notamment une entreprise qui fait la gestion de déchets. Donc, on pourrait dire gestion de déchets, biodiversité, on n'arrive pas vraiment à les associer. Mais j'ai jamais vu un site industriel avec une richesse de biodiversité pareille. Hein. Mais c'est un truc, on avait l'impression de se retrouver dans un monde sauvage. Parce que c'était porté par des gens qui étaient passionnés. Et je pense que ça doit aussi venir par le terrain. Je pense que l'important de venir vers du bas des équipes, vraiment d'embarquer les équipes dans quelque chose qu'elles vont s'approprier, c'est vraiment la garantie que ce ne soit pas un effet de mode. Parce que voilà, les équipes, c'est un certain nombre d'individus qui ont envie de se reconnecter à cette nature-là et qui vont vraiment se l'approprier et qui vont le faire durer. Et après, c'est trouver les passionnés qui vont l'animer et puis reproduire, entre guillemets, ces passionnés pour que ces projets ils bougent. Sinon, je rejoins la question de la personne. Si ça risque d'après d'être une logique de greenwashing, de l'effet de mode du moment. Mais il y a quand même quelque chose je pense, de profond qui rejaillit, en tout cas, dans pas mal de gens que j'ai rencontrés. Mais après, il faut, dans une organisation d'entreprise, il faut quand même, à un moment donné, on va avoir cette question, combien ça nous rapporte. Et c'est pas grave, il faut aussi accepter cette question-là et trouver une réponse. Et je pense qu'à partir de là, on arrive à ancrer des projets qui sont intéressants. Et ce qui est super intéressant sur ces aussi projets autour de la biodiversité, c'est qu'on peut faire des choses fantastiques pour pas très cher. Et ça, c'est quand même pas mal quand on vient essayer de promouvoir une démarche de transformation et en termes de valeur, en termes d'impact. Et moi, je trouve ça assez intéressant comme levier. Merci Xavier. Alors du coup, ça nous a permis de passer un petit peu sur des questions qui concernaient l'impact d'une activité d'entreprise sur la biodiversité et le lien entre biodiversité et économie. Je vais passer à 2 questions qui vous sont adressées de manière directe, une pour Pascal, une pour Xavier, auxquelles on va essayer de répondre rapidement et puis ensuite je redonnerai la parole à Fabienne. Alors à Pascal, la question est: comment est-ce que vous trouvez les ressources pour planter les arbres? Et puis il y a une question qui est un petit peu liée. J'ai compris que Kinome cherche à replanter des arbres qui valent plus vivants que morts aux yeux des humains, arbres fruitiers, etc. Mais ce faisant, est-ce qu'il n'y a pas un risque de vouer à la destruction des autres espèces qui ont tout? Globalement, c'est comment est-ce qu'on fait pour replanter une forêt et pour que la forêt elle puisse perdurer, et quels sont les budgets dont vous disposez pour mener les actions? Pascal, tu es en muet, on ne t'entend pas. Pardon. C'est la phrase de 2021, tu es mute. Alors, je vais essayer de répondre aux 2 questions. Si j'ai bien compris la deuxième, mais peut-être qu'il y aura besoin de clarifier. Pour la première, de quelles ressources on dispose? C'était ça, des ressources plus financières, en fait? Oui, c'est ça. Et puis peut-être éventuellement où est-ce que vous vous approvisionnez, parce que c'est Oui. peut-être lié aussi. Oui, puisque je suis allée vite pour présenter le programme. En fait, c'est un programme qui a 10 ans et c'est un programme qu'on veut gratuit pour les classes. Donc, pour les enfants, pour les classes en France, ça ne coûte rien. La seule chose qu'on demande en échange, c'est qu'ils partagent sur une plateforme numérique leur travail, leur production en classe, et pour donner envie à d'autres classes de participer. Donc, cet argent, parce que ça a un prix, les arbres, avant d'être plantés, ils passent entre 3 et 5 ans en pépinière. Il faut louer un bus, il y a les arbres en Afrique qu'il faut acheter aussi, qu'il faut suivre, il faut animer dans les classes. Donc, c'est vrai que c'est des projets qui restent coûteux. Voilà, des beaux projets impactants, mais coûteux. Donc, nous, on mobilise des fonds auprès d'entreprises, justement, et auprès de fondations, en répondant à des appels d'offres ou voilà, en sollicitant les budgets que toutes les entreprises, en tout cas les plus grosses, ont sur des budgets RSE ou environnementaux.
Voilà, c'est ce qui vient financer le programme Forest and Life. Et depuis peu, on aimerait aussi impliquer nos élus, nos régions, nos départements pour avoir justement des cofinancements publics. Demain, on veut que chaque enfant qui entre en 6e puisse planter des arbres. Il nous faut travailler au niveau de chaque école. Et il y a des budgets dans les mairies, ne serait-ce que pour le transport des enfants ou au niveau des départements. Donc, on est en train, sur 2-3 zones là, un petit peu pilotes, par exemple en Normandie, on va travailler avec Trappes aussi, la ville de Trappes, l'Hérault et voilà, et une ou deux autres. On est en train justement de lancer ce projet pour impliquer à la fois les entreprises des territoires, mais aussi les services de l'État. Donc ça, c'est pour les ressources. Et ensuite, on s'entoure de partenaires. C'était peut-être ça aussi le sens de la question, parce qu'on est une petite équipe, nous, qui nommait pour coordonner tout. Et c'est moi qui porte le projet avec Nicolas. Donc mais on fait tout ça en partenariat. Donc, on a l'agence Canopée qui nous aide et qui s'occupe du suivi en classe et de l'animation pédagogique. C'est une agence de l'éducation nationale. Et sur la partie plus technique, les arbres, d'où ils viennent, et qui anime, parce que comme des enfants dans la forêt, voilà, ça demande une logistique. Donc, on travaille en partenariat beaucoup avec l'Office national des forêts, donc l'office qui gère nos forêts domaniales et communales en France. Donc ça, depuis maintenant 4-5 ans, voire un peu plus, on déploie avec eux et ils nous donnent accès en fait à nos forêts. Et ils sont présents, il y a leurs techniciens qui sont présents le jour des plantations et qui accompagnent les enfants. Donc voilà, on s'entoure de personnes et d'experts comme l'ONF, mais pas que, parce que voilà, l'idée c'est de déployer, donc on va travailler aussi avec des associations, par exemple l'association française d'agroforesterie, dont le métier et l'objectif c'est de replanter sur des terres agricoles. Voilà, donc l'expertise un peu technique, on s'entoure d'experts techniques de la forêt. Ça, c'était pour la première question. Et pour la deuxième, je pense qu'il y a eu une petite immersion. En fait, on a plusieurs activités chez Kinomé que j'ai essayé de vous détailler au début. Le conseil d'entreprise, sur lequel on se rejoint avec Xavier. Mais voilà, mais ce programme Forest and Life, il est en dehors. C'est vraiment notre branche éducation. Et toutes les forêts qui sont replantées par les enfants, ce ne sont pas des cacaoyères ou des, je dirais des parcelles d'exploitation, entre guillemets. C'est vraiment des forêts, c'est les forêts domaniales communales des terres agricoles, et en fait, on reboise là où le climat a eu une incidence, c'est-à-dire suite à une sécheresse, un incendie, ou tout simplement parce que la forêt n'arrive plus à se régénérer toute seule, et ça arrive de plus en plus en France. Donc, ce qu'on replante avec les enfants, il y a toujours un minimum de 5 espèces d'arbres différents, justement parce qu'on veut recréer de la biodiversité. Donc, en fait, les forêts qui sont replantées par les enfants, c'est vraiment des écosystèmes forestiers divers. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. On va ouvrir la question qui est adressée à Xavier et qui porte sur les formations que tu as pu recevoir et les parcours qui ont pu t'aider à te diriger vers ta nouvelle activité, en ouvrant sur un atelier qui s'appelle l'atelier 4M que je vais ouvrir dans Klaxoon. Comme ça, tu pourras répondre à la question et éventuellement compléter sur des conseils de MOOC, par exemple, ou ce genre de choses. Et je vais laisser la main à Anaïs, je pense, pour le 4M. Oui. Et je vais ouvrir tout de suite le board sur lequel vous pourrez tous interagir. Donc, il n'y avait plus de questions pour Xavier, hein, c'est ça? Si, il y avait une question sur la formation et le parcours pour se diriger vers sa nouvelle activité. Donc, ça peut faire partie d'une mine d'or que Xavier aurait à partager. Ok, très bien. Donc, Okay. On va passer à l'atelier 4M après cette belle dose d'inspiration. Merci beaucoup Pascal et Xavier. Nous, on voulait vous proposer un petit atelier de mise en action qu'on appelle 4M. Pourquoi ? Parce que M pour mémorable. Donc, rendez-vous sur Klaxoon pour ceux et celles qui n'ont pas ouvert encore. Normalement, l'atelier est ouvert.
participer. Et on vous propose de noter ce que vous avez retenu, ce qui vous a marqué sur cet échange et cette interview, ce que vous avez appris ou désappris. Également, ce qui vous donne envie de faire, de vous motiver, ce qui vous a fait mouche, ce qui vous donne envie et ce qui vous donne envie d'activer vos prochains petits pas, vos pas concrets, votre mise en action. Et également une mine d'or, votre cadeau pour le groupe de discussion, pour continuer à nous inspirer toutes et tous sur le sujet de la biodiversité. Donc, normalement, le klaxon est ouvert. Je vois que ça commence déjà à se remplir, donc c'est parfait. Pascal, Xavier, n'hésitez pas aussi à commenter avec moi. Je mets quelques MOOC dans les mines d'or. Super. Donc oui, on a les 2 MOOC qui sont inscrits. En mémorable, on a la France possède une incroyable biodiversité d'espèces. Effectivement. Écoutez son âme d'enfant, que vous avez à la fois dit, vous avez dit ensemble, Xavier et Pascal. C'est quelque chose qu'on retient. Il est possible de conjuguer ses aspirations profondes et sa carrière. Oui, oui, oui. Écoutez les idées qui reviennent en boucle. En mise en action, nous avons faire la fresque de la biodiversité. Donc super si on a des participants, des nouveaux participants pour tes prochains événements, Xavier. Avec plaisir. Faire une fresque de la biodiversité, effectivement, on l'a plusieurs fois. Acheter un livre pour reconnaître les arbres et partir en forêt avec mes enfants. Magnifique. Suivre des MOOC sur le sujet. Donc là, il y a de quoi faire. Il y a quand même pas mal de MOOC écrits dans la mine d'or. Donc tout ça, c'est un document qu'on verra par mail a posteriori. Donc vous n'avez pas besoin de noter, vous recevrez tout par mail. On a créé ma forêt, même modeste. Les jardins vont se transformer. J'adore cette idée. Ouais. Bon, bah, super. Bon, puisqu'il est 20h57, je propose qu'on passe peut-être directement à la conclusion. On va encore laisser quelques secondes. Il y a encore un MOOC qui arrive. Il faut savoir que cette interface va être encore ouverte pendant la soirée. Donc, si vous avez d'autres mines d'or, vous pourrez les noter. N'hésitez pas. On a vraiment un board de mise en action, en fait. La colonne qui est vide, la motivation. Ouais, la motivation, par contre, la colonne action est bien complétée. Bon, après, on a quand même plein de motivés, puisqu'il y a des créations de forêts, des motivés pour la fresque. Ça se rejoint quand même pas mal. Je vais en mettre une comme ça. Hop. Continuez à témoigner en webinaire. Ça veut dire que l'expérience a été réussie. Ça, c'est chouette. Oui, oui, oui. Ça donne d'accord avec toi, je mets un cœur. Oui, vous pouvez mettre des petits cœurs sur les post-it qui vous plaisent le plus. Accompagner les entreprises en fonction de leur dépendance à la nature. Motivation. Me reconvertir résolument dans la sauvegarde de la biodiversité. Ça inspire en tout cas. C'est chouette. Ouais, ça fait plaisir. On va passer à l'allusion. Lila, je te laisse remettre la présentation. Merci à toutes et tous pour vos contributions, en tout cas sur cet atelier. Et pour conclure et aller plus loin, justement, on va rebondir sur ce que disait Pascal, qu'il faut y aller, qu'il faut continuer à s'inspirer. Et nous, chez Ticket for Change, on propose plusieurs choses. On a effectivement le podcast, plusieurs podcasts, les podcasts vécus et l'envol sur le changement de vie d'acteurs du changement. On a aussi un MOOC pour devenir entrepreneur du changement qui est disponible sur Coursera.
On a également un livre qui s'appelle « Activez vos talents » par Mathieu Dardaillon sur la pédagogie de Ticket for Change. On a aussi de nombreux événements en ligne organisés par nous, les bénévoles Ticket, que vous pouvez retrouver sur Ticket for Change, la page Facebook ou le site internet. Et on a également le week-end d'exploration, qui est un programme 100% en ligne pour remettre du sens dans sa carrière. Donc, il y a un week-end collectif pour clarifier le projet professionnel et trouver sa voie, remettre du sens dans sa vie pro. Personnellement, je l'ai fait et c'était une superbe expérience. Donc, je vous invite à toutes et à tous à tenter le jeu. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et ce moment de partage. C'était super inspirant. Merci Xavier, merci Pascal. J'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés. Et on se retrouve le 11 mai prochain pour une soirée sur l'agriculture urbaine, cette fois-ci. Sujet passionnant, je viendrai. Très bien, on note. Merci Xavier. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Je ne sais pas si Fabienne, Céline, vous voulez redire un petit mot. Non, merci beaucoup pour vos échanges, Pascal, Xavier. C'était vraiment super inspirant et intéressant. Et puis, on vous a mis en lien dans le chat un petit questionnaire pour que vous puissiez nous donner vos retours sur cette soirée pour qu'on puisse s'améliorer toujours plus sur cette animation. Je vais peut-être modifier le lien. Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait bon. Merci en tout cas. Merci d'avoir été là et merci pour les partages. Merci beaucoup. Merci, maman. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.